Les films d'horreur à petit budget sur les colonies de vacances des années 80 sont toujours très amusants. Mais être coincé à l'intérieur de l'un d'entre eux ne le serait pas du tout. C'est exactement ce qui arrive à ce groupe d'adolescents d'aujourd'hui quand une séance de cinéma divertissante les transporte à l'intérieur du film et qu'ils se retrouvent face à face avec le tueur masqué du film. Et si vous pensiez que Scream était un petit film satirique et amusant sur les films d'horreur, attendez de voir ce que celui-ci a en réserve. Il n'y a aucun moyen d'échapper au film, ni à ses tropes. Et un grand méchant armé d'une machette est à leur trousse. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre à Scream Girl. Bienvenue au camp Bluefinch, où la romance sous le soleil peut s'avérer mortelle. C'est ainsi que débute ce film, qui parle d'un film à l'intérieur d'un film. Une métafiction, c'est ça? Max, notre personnage principal, attend sa mère actrice Amanda dans la voiture. Pendant qu'elle passe une audition, Max regarde sur son téléphone la bande-annonce du film Camp Bloodbath, un vieux film d'horreur des années 80 dans lequel Amanda a joué le rôle principal, et qui constitue aujourd'hui en quelque sorte sa renommée. Camp Bloodbath raconte l'histoire d'un groupe de moniteurs de colo qui sont traqués par un tueur masqué nommé Billy. Il y a des filles sexy, du divertissement et des meurtres sanglants. Le jeu des acteurs est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Quoi qu'il en soit, Max est à fond dedans. Et elle aime visiblement beaucoup sa mère. Amanda arrive de l'audition en soupirant. Elle est contrariée que les directeurs de casting ne l'aient reconnue que pour Camp Bloodbath, au lieu de ses rôles plus sérieux et plus convaincants. Amanda aimerait être reconnue pour autre chose qu'un film d'horreur merdique dans lequel elle a joué il y a 20 ans. Mais bon, il n'y a pas de mal à être la reine des hurlements emblématiques d'un film maintenant considéré comme un classique. Accepte-le. Alors qu'elles partent en voiture, Max évoque les factures d'électricité qu'elles doivent payer. Mais Amanda se plaint d'une relation qui est en train de lui faire faux bond en ce moment même, à cause d'un voyage à Palm Springs où il était censé l'emmener. Max lui répond qu'il aille se faire voir, parce qu'elle vaut mieux que lui, et elle recommence à s'inquiéter des factures. Amanda attrape les factures et les jette hors de la voiture, puis dit à Max à quel point elle l'aime. Et elle chante leur petite chanson à la radio qui s'avère être Betty Davis Eyes de Kim Carnes. Max renverse accidentellement son milkshake sur les photos d'Amanda, qui se met totalement à paniquer en disant qu'elle coûte très cher. Et au cours de cette distraction, elles ont un grave accident de voiture dans lequel Amanda trouve la mort. Ok. Tout d'abord, je sais qu'on a besoin d'une mort traumatisante dans la famille pour commencer le film. Mais cette mort était totalement évitable. C'est pas comme si c'était un accident hors de leur contrôle comme ce qui s'est passé dans The Descent façon brochette d'agneau. C'était littéralement parce qu'elles étaient en train de faire les idiotes et qu'elles ont été distraites par le milkshake qui s'est répandu sur les photos d'Amanda. Elle s'est déportée sur l'autre voie. L'accident était de leur faute. Écoutez, je comprends qu'il soit difficile d'être actrice à notre époque, mais imprimer des photos et des CV, c'est pas si cher que ça. Ces nanas ne l'ont même pas fait sur du papier mat ou brillant. C'est juste un papier standard du genre va chez Office Max et imprime-les. En 2015, imprimer une page A4 comme celle-ci avec de l'encre couleur revenait à 10 ou 15 centimes d'euros par page au maximum. Et le milkshake ne s'est même pas répandu sur toutes les copies. Si tant est qu'il se soit répandu, il n'aurait pénétré que dans les quelques pages supérieures de la pile. Vu que le portrait et le CV agrafé ensemble représentent 2 pages, on va ajouter 15 centimes par page. Pour être généreux. Bon, disons que la boisson a abîmé 5 paquets de ces pages. 2 fois 0,15 fois 5, ça fait 1,50 €. Amanda s'inquiète-t-elle vraiment pour 1,50 €? Tu sais ma belle, si tu allais à la Public Library, la bibliothèque municipale de Los Angeles, il y aurait littéralement plus de 70 succursales, et tu pourrais y imprimer ces trucs gratuitement. Et vu que tu es quelqu'un qui s'inquiète pour quelques photos détrempées, je te rappelle que tu viens de jeter tes factures d'électricité par la fenêtre de la voiture. Le truc, c'est qu'ils auraient pu être un peu plus sérieux à propos de la mort d'Amanda. Je pense qu'on peut en faire un message d'intérêt public sur la distraction au volant. Ne vous déportez pas sur la route et ne vous faites pas tuer les gens. Sinon, 3 ans plus tard, votre fille pourrait se retrouver piégée dans un de vos vieux films. Et ça pourrait devenir sacrément tordu. 3 ans plus tard, Max vit avec sa tante. Elle est toujours très déprimée et passe son temps à regarder de vieilles cassettes vidéo de sa mère. Max a rendez-vous avec son amie Gertie. Elle commence immédiatement à parler de ce gars, Chris, qu'elles sont sur le point de rencontrer. Et du fait que Gertie pense que Chris a un faible pour Max. Ce qui est tout à fait le cas, vu la façon dont il trébuche et bafouille chaque fois qu'il lui parle. Quoi qu'il en soit, ils sont dans ce resto à étudier ensemble pour le cours de lettres classiques de Max dans lequel elle accumule les échecs. C'est alors que Duncan, le demi-frère de Gertie, arrive en courant pour demander pourquoi Max a ignoré ses messages. Aux grandes dames de Max, il faut savoir que Duncan est un grand fan de Camp Bloodbath. D'ailleurs, ils se font appeler les basmaticiens.
Ce qui n'est pas le pire nom de fan qui soit, mais c'est pas le meilleur non plus. Duncan leur montre une affiche pour une projection spéciale de Camp Bloodbath en première et deuxième partie de soirée. Et il espérait que Max y viendrait puisqu'elle est la fille d'Amanda Cartwright. Mais surtout, Duncan veut juste utiliser Max pour être cool par son intermédiaire. Il poursuit en disant que Camp Bloodbath est le meilleur film de slasher de tous les temps. Et il explique à Chris que le personnage d'Amanda, Nancy, jouait la fille timide du coin qui perdait sa virginité avec un sportif débile et se faisait massacrer par le tueur Billy sur un matelas à eau. Max lui dit d'aller se faire voir et essaie de partir. Mais Duncan la soudoie en lui proposant de faire tous ses devoirs de lettres classiques de l'année. Et Max, qui ne veut pas échouer à son cours et ainsi rater son diplôme de fin d'études secondaires, finit par céder. Franchement, une soirée de souffrance traumatisante contre une année de devoirs faits gratuitement, moi ça me semble être une bonne affaire. Gertie rejoint Max pour la projection, et elle tombe à nouveau sur Chris qui dit être là pour le soutien moral. Mais on sait très bien que c'est pour pouvoir passer du temps avec Max. C'est si subtil. Gertie va chercher du popcorn comme excuse pour les laisser seuls, telle l'excellente copine qu'elle est. Et Max révèle que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort de sa mère. Chris lui dit qu'il est désolé, mais Max se rattrape en disant qu'au moins elle pourra la voir sur grand écran, même si c'est pour la regarder se faire pourchasser par un tueur psychopathe avec une machette dans un film. Ensuite, Vicky, l'ancienne meilleure amie de Max et ex-petite amie de Chris, se pointe à la projection parce qu'elle a vu le post de Chris à ce sujet sur les réseaux sociaux. Et elle raconte à tout le monde qu'elle prend de l'Adderall parce qu'elle est très stressée par l'université. Et elle n'arrête pas de montrer son flacon de pilule d'Adderall. Est-ce que je vous ai dit que cette fille prend de l'Adderall et qu'elle en est super fière? Duncan est tellement content de voir que Max est venu qu'il la supplie de faire une séance de questions-réponses après la projection. Tout le monde applaudit au début de la projection. Et le film commence avec les personnages du film Kurt et Tina qui se rendent au camp dans un joli combi jaune. Nancy, jouée par Amanda, la mère de Max, se réveille à l'arrière de la camionnette. Et Max est ravi de pouvoir la regarder. Dans le film, Nancy livre un monologue explicatif en flashback sur le tueur Billy et sur la façon dont il a été pris pour cible au camp parce qu'il était différent et laid. Les moniteurs le détestaient, et les autres enfants le harcelaient. Pendant un été, les moniteurs lui ont même fait un sale coup en jetant des pétards à l'intérieur du cabanon des toilettes où Billy se cachait. Pendant la scène où Nancy et le sportif Kurt sont sur le point d'avoir des relations sexuelles, quelqu'un dans la salle de cinéma fait tomber une bouteille d'alcool qui roule et se répand sur le sol, et une autre personne allume une cigarette. Un morceau de cendre tombe sur le sol et tout le cinéma s'embrase. Tout le monde panique parce que les sorties sont bloquées, mais Duncan dit qu'il y a une sortie derrière l'écran. Alors Max s'empare d'une machette qui a été laissée par terre, se dirige vers l'écran et le coupe en deux. Le groupe passe à travers l'écran. Et c'est comme ça qu'il se retrouve tout à coup propulsé à l'intérieur du film. Ok. D'accord, là ça devient bizarre. Nancy allume une bougie dans le film, et en même temps le spectateur allume son briquet. Max entaille l'écran avec une machette, en même temps que Billy fait une entaille dans le film. Évidemment, Max et sa bande ne savent pas que c'est probablement à cause de ça qu'ils se retrouvent plongés dans cette aventure digne de Jumanji. Mais il est intéressant de noter que s'ils se retrouvent à nouveau dans le pétrin, il faudra faire attention aux reconstitutions de scènes de film à partir de maintenant, d'accord? Ok? Pour survivre à un incendie et sortir de cette pièce, la règle numéro 1 dans ce genre de situation est de ne pas paniquer. La raison pour laquelle toutes les sorties sont bloquées, c'est justement parce que les gens paniquent comme des dingues. Je chercherai aussi un extincteur. Légalement, les cinémas doivent avoir des extincteurs à tous les étages qui doivent se trouver à moins de 23 mètres de toute personne qui pourrait en avoir besoin, selon la National Fire Protection Agency aux USA. Et n'oubliez pas que si vous devez vous échapper à travers la fumée, faites-le en restant accroupi et en passant en dessous. Appelez également les secours. Pourquoi les gens dans les films d'horreur détestent-ils composer le numéro des secours? S'il n'y a pas d'alarme ni d'extincteur, la seule issue est effectivement de passer derrière l'écran. Alors oui, bien sûr, le traverser serait une solution logique, mais il serait quand même préférable de vérifier dans quoi vous vous embarquez avant de vous lancer aveuglément dans un autre univers. Max, Chris, Vicky, Gertie et Duncan se réveillent dans un monde super lumineux et saturé, et ils sortent des bois et débouchent sur un chemin de terre complètement désorienté. Ils voient le même van jaune que dans le film Camp Bloodbath s'approcher, exactement comme c'était le cas dans le film. Les personnages du film, Kurt, le sportif un peu stéréotypé, et Tina, la fille canon et un peu idiote, arrêtent le van pour demander leur chemin au groupe parce qu'ils se rendent au camp Bluefinch. Mais tout le monde est trop choqué pour répondre, alors le van repart. Le groupe panique en pensant qu'ils sont en train de vivre un mauvais trip, un rêve ou une hallucination collective, et ils se mettent à marcher sur la route. 92 minutes plus tard, ils se retrouvent de nouveau au même endroit sur la route, et le van revient.
Tina demande son chemin pour se rendre au camp Bluefinch exactement de la même manière qu'elle l'a fait plus tôt. Et le groupe se rend compte qu'ils sont coincés dans une sorte de boucle temporelle, ce qui est confirmé par Duncan qui utilise sa montre pour chronométrer 92 minutes supplémentaires avant que le combine revienne comme précédemment. Cette fois, quand Tina demande son chemin, Duncan ment en disant que le groupe est composé de moniteurs du camp et qu'ils peuvent leur montrer le chemin s'ils les prennent en stop. Ce qui surprend beaucoup le groupe, mais ils acceptent parce que personne d'autre n'a de meilleur plan et aucun de leurs téléphones n'a de réseau. Ils se serrent tous dans le van, et Duncan, en grand fan qu'il est super enthousiaste à l'idée de vivre cette expérience immersive et super excité par Tina, sachant qu'elle va se mettre super nue dans le film. Calme-toi, Duncan. Nancy se réveille à l'arrière du combi, tout comme son personnage dans le film. Et Max est choqué de voir le visage de sa mère en chair et en os et d'entendre sa voix. Ils arrivent au camp et les personnages disent tous leurs répliques au bon moment, exactement comme dans le film. Duncan regarde avec excitation, réalisant qu'ils sont tous littéralement dans le film et que les vraies scènes se déroulent sous leurs yeux. Gertie et Vicky demandent comment elles vont bien pouvoir rentrer chez elles, mais Duncan leur répond qu'on est en 1986 dans le film, donc techniquement, elles n'existent même pas encore en tant que personnes, et elles n'ont donc pas de maison où retourner dans ce monde. Vicky et Gertie demandent à Kurt si elles peuvent utiliser son van, pensant pouvoir s'en servir pour partir, mais il leur jette les clés et leur dit d'aller les chercher. Max s'approche de Nancy pour mieux regarder sa mère, et Nancy lui dit qu'elle et Kurt prévoient d'avoir des relations sexuelles plus tard. Nancy est vierge, et elle a décidé qu'elle voulait perdre sa virginité cet été. Alors elle se dit que Kurt serait bien puisqu'il est très expérimenté. Sachant que tous les personnages qui ont des relations sexuelles dans le film meurent, Max décourage Nancy de le faire. Mais Nancy n'est pas du tout intimidée, parce que Tina lui a vanté les mérites de la sexualité. Chris éloigne Max pour les aider à chercher les clés. Et Max recommande une fois de plus à Nancy de rester loin de Kurt et de garder son short. Nancy se rend compte qu'aucun des membres du groupe ne figure sur la liste du coordinateur, et elle se demande d'où ils viennent. Le groupe cherche les clés et tombe sur une scène du film où deux personnages se retrouvent dans les bois. Ils entendent Billy arriver, mais Duncan, excité à l'idée d'être aux premières loges de la scène de meurtre, veut rester et regarder. Billy surgit et tue les deux personnages comme prévu, et il jette le cadavre aux pieds du groupe horrifié. Tout le monde essaie de s'enfuir, mais Duncan, excité à l'idée de voir Billy de plus près, rassure tout le monde en leur disant qu'ils ne peuvent probablement pas mourir ici, puisqu'ils ne sont pas de vrais personnages du film. Il dit que pour quitter le film, ils vont probablement devoir attendre la fin du film. En l'occurrence, Camp Bloodbath se terminera avec la dernière fille, Paula, qui arrivera dans la séquence suivante et tuera Billy avec sa machette. En parlant de Paula, la dernière fille, Duncan se rend compte qu'elle est le seul personnage qui ne mourra pas, et qu'ils devraient tous rester avec elle pendant le reste du film pour avoir une place au premier rang pour toutes les attaques et la scène de combat épique de la fin. Duncan se met à prendre un selfie avec Billy, mais ce dernier le frappe sur le côté avec sa machette. Tant pis pour sa théorie selon laquelle les vraies personnes seraient intouchables dans ce film. Le groupe tente de s'enfuir, mais ils se rendent compte qu'ils sont à nouveau coincés dans une nouvelle boucle temporelle bizarre, et qu'ils tournent en rond simplement parce que le film lui-même ne les laisse pas quitter les lieux. Ok, faisons une pause. Tout d'abord, revenons en arrière et demandons-nous pourquoi ils perdent tout ce temps à chercher des clés dans l'herbe comme des idiots alors qu'ils pourraient facilement sauter dans le van. Bref, ils sont dans les bois à chercher des clés et ils voient Billy. Je ne sais même pas quoi dire à propos de Duncan, mais je ne prendrai certainement pas de selfie avec Billy. Ça va pas la tête? Il a été établi que dans ce monde, la mort de ces personnages est bien réelle. Il est donc logique de considérer que l'arme de Billy l'est aussi. Bon, d'accord, on ne sait pas grand-chose de ce monde. Mais est-ce qu'on va vraiment se fier aveuglément à ce que Duncan en dit? Oh que non! Si c'était moi, je me cacherais dans la maison du responsable et je m'occuperais de mes oignons jusqu'à ce que le film soit terminé. Personnellement, je me serais enfuie dès que Billy aurait posé les yeux sur moi. Ils ont vu le film et la scène du flashback. Ils savent que Billy s'en prend principalement au moniteur pour assouvir sa vengeance. Donc même si je ne me mettrais peut-être pas immédiatement à courir, je suis sûre à 100% que je me mettrais à négocier de suite. Pour être honnête, on aurait dit que Billy la jouait cool jusqu'à ce que Duncan commence à le tourmenter. Donc, peut-être que vous devriez éviter de faire ça. Que ce soit un message d'intérêt public à l'attention de tous les fans fanatiques. Vous devez tous vous calmer. Sans parler du fait qu'il laisse le corps de Duncan comme ça dans les bois. Genre, ok, ton pote ou ton demi-frère vient de mourir sous tes yeux et tu ne vas même pas essayer de protéger ce corps ou de le ramener à la vie? Ça, c'est des vrais amis. J'espère que si jamais je me retrouve transportée dans un film avec mes potes, ils se soucieront suffisamment de moi pour ne pas me laisser me faire bouffer et décomposer par les petites bestioles du film. Bon sang. Le groupe s'assoit, traumatisé par ce dont ils viennent d'être témoins avec Duncan, tandis que les animateurs forment un joli cercle pour chanter.
rien ne les inquiète. C'est alors que Paula débarque, la dernière fille rebelle du film. Il décide de suivre le plan de Duncan et de rester avec Paula jusqu'à la fin du film. Sachant que Billy se montre chaque fois que les personnages font l'amour ou enlèvent leur t-shirt, Max dit à tout le monde de jouer le rôle de véritable bloqueur sexuel humain et d'empêcher tout le monde de s'envoyer en l'air, même si Vicky reproche à Max d'être parano et de penser que c'est vraiment sa mère. Gertie et Blake ont un moment de tendresse entre un télo, et ils parlent ensemble de leur broche vintage. Il demande où est Duncan, et Gertie lui répond qu'il fait la sieste quelque part. LOL. Kurt, en bon stéréotype du sportif qu'il est, parle de se taper des femmes, puis demande grossièrement à Chris si lui et Max sont ensemble. Et il dit que ça ne le dérangerait pas de sortir avec elle lui-même. Mais non, Chris ne se laisse pas faire. Pendant ce temps, Tina trouve la boîte d'Adderall de Vicky et demande ce que c'est. Mais on lui répond que ce n'est pas pour elle. Comme si on refusait une friandise à un petit chien. Ensuite, Vicky demande à Paula où sont rangées les tronçonneuses en l'avertissant que ça va chauffer dans ce camp. En fait, Paula ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'elle a l'air cool, sombre, et que c'est la dernière fille. Nancy est dans la chambre et se prépare à faire l'amour avec Kurt, comme dans la vraie scène du film, quand Max l'interrompt et lui demande de se rhabiller pour ne pas être blessée. Déstabilisées et vulnérables, elles ont une petite conversation à cœur ouvert avant que Kurt n'entre torse nu et se déshabille. Ce qui, nous le savons tous, est un appel au désastre. Et voilà Billy Boy, l'ennemi du sexe numéro 1. Gertie crie en bas, après avoir vu Billy à travers une fenêtre. Et tout le monde se rassemble pour voir ce qui ne va pas. Ils ne croient pas Gertie quand elle dit que Billy vient pour eux. Et ils disent que Billy n'est pas réel, mais juste une légende urbaine. Nancy commence à raconter l'histoire de Billy en flashback, comme dans le film. Et soudain, tout leur environnement commence à se déformer, entraînant tout le monde dans le flashback en noir et blanc. Ils voient le jeune Billy se faire intimider par les moniteurs, tandis que la voix off de Nancy, semblable à celle d'une divinité, raconte qu'il s'est enfermé dans les toilettes extérieures et que les moniteurs ont jeté des pétards à l'intérieur, provoquant des brûlures sur tout son corps. Billy a fabriqué un masque pour cacher ses horribles cicatrices, et il s'est juré de se venger des moniteurs à partir de ce jour-là, tuant 8 d'entre eux cette nuit-là. Un pour chaque nuit qu'il a passé dans un lit d'hôpital. Selon la légende, il vivrait toujours dans les bois, dans sa petite cabane isolée, et se tiendrait prêt à bondir à tout instant. Gertie sort du flashback avec du sang sur le visage, éclaboussée par les meurtres du flashback. Alors tous les moniteurs paniquent et tentent de s'enfuir. Paula et Kurt partent dans son véhicule au moment où Duncan surgit des bois, ce qui nous révèle qu'il n'était pas mort apparemment. Mais il renverse immédiatement le pauvre Duncan. Donc je crois bien que nous en sommes à 2 sur 2 en ce qui concerne les décès causés par des accidents de voiture désormais. Paula fait ensuite une sortie de route. Kurt est projeté en l'air et ses os sont complètement défoncés. Donc ça fait 3 sur 3 pour les morts accidentés. Enfin, la voiture explose. Et les homicides involontaires au volant montent à 4 sur 4 maintenant. Ok, désolée pour toi Paula. Bon, je ne vais pas trop parler des accidents de voiture parce que ça devient vraiment comique à ce stade. Mais les gars, c'est pour ça qu'ils auraient dû aller voir Duncan et ne pas laisser son corps au petit bonheur la chance en pleine forêt. Bien joué, vous ne trouvez pas? Il était vivant pendant tout ce temps, il aurait pu vous aider. Mais peut-être que Duncan n'aurait pas dû se jeter au milieu de la route. Il s'est littéralement jeté au milieu de la route alors qu'il y avait plein d'autres endroits où il aurait pu passer. Donc, accident de voiture mis à part, il y a certainement des choses que notre petite bande aurait pu faire, une fois dans le flashback. Comme, je ne sais pas moi, tuer le Billy du flashback? Maintenant, on ne sait pas si l'effet papillon fonctionnerait dans les règles de ce film, mais ça vaudrait le coup d'essayer, non? On pourrait essayer de se débarrasser du méchant avant qu'il ne devienne méchant pour que le film ne soit même plus une option. Le groupe s'est contenté de regarder le flashback se dérouler, mais ils auraient vraiment dû être plus proactifs à ce sujet. Les gens disent toujours que s'ils pouvaient remonter le temps, ils se débarrasseraient du petit Hitler, pas vrai? Mais le feraient-ils vraiment? Alors bien sûr, peut-être qu'ils ne voudront pas tuer le petit Billy du flashback, mais ils pourraient au moins mettre fin au harcèlement et le protéger. Si on sait que le déchaînement de violence meurtrière de ce type a commencé à cause de cet incident, j'essaierai d'empêcher que l'incident ne se produise. J'utiliserai aussi ce nouveau monde créé par le flashback à mon avantage. S'il est établi que des éléments du flashback peuvent être ramenés dans le monde réel du film, comme les traces de sang sur le visage de Gertie, ils pourraient peut-être s'en servir pour entrer dans le flashback et ramener d'autres éléments dont ils auront besoin, comme la voiture des autres moniteurs, ou les pétards, ou toute autre arme ou ressource à laquelle ils penseront. Les voitures ont déjà tué assez, c'est sûr, mais ils pourraient les utiliser pour tuer Billy ou quelque chose comme ça. Enfin, Paula avait littéralement une autre voiture jusqu'à ce qu'elle la plante. S'il tenait encore une fois à essayer de s'échapper en conduisant, ou du moins de s'éloigner suffisamment, et suffisamment longtemps jusqu'à ce que le film se termine, ils auraient dû l'utiliser avant qu'elle n'explose complètement.
En tout cas, après avoir vu Duncan mourir, je prendrai ma sécurité un peu plus au sérieux et j'essaierai de m'éloigner le plus possible. Mais je pense que suivre le film et empêcher tout le monde d'avoir des relations sexuelles pourrait fonctionner aussi. On dirait que ces personnages laissent les choses se faire d'elles-mêmes et se plient au déroulement du film au lieu de prendre les devants et d'essayer activement de changer les choses. Sachant que Paula était censée être la dernière fille du film et qu'elle était la seule capable de tuer Billy, Vicky pique une crise. Et elle dit à tout le monde que c'est un film stupide et qu'aucun des moniteurs n'est une vraie personne, mais qu'ils ne sont que des personnages. Ce qui, je le comprends tout à fait, est le résultat de sa frustration. Mais bon quand même, on ne dit pas aux gens dans un film qu'ils sont dans un film, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, le groupe explique aux personnages qu'ils sont dans un film d'horreur et que Billy est réellement après eux, et que leur seule chance de survivre est de s'abstenir de tout rapport sexuel et de toute nudité. En particulier le striptease de Tina qui est prévu plus tard dans le film. Pour empêcher Tina de se déshabiller, ils lui mettent des gilets de sauvetage sur les seins et des mitaines sur les bras et les mains. Étant donné que Paula est morte à présent, ils décident qu'ils doivent désigner une nouvelle dernière fille pour tuer Billy. Vicky se porte volontaire, mais Chris et Gertie font rapidement remarquer que Vicky n'est pas vierge. Donc ça ne va pas marcher. La seule vierge, c'est Max. Selon l'avis de Duncan, le seul moyen de tuer Billy est d'utiliser sa propre machette, parce que tout le reste ne ferait que le ralentir. Le groupe doit donc faire en sorte que la machette de Billy tombe entre les mains de Max, pour qu'elle puisse lui couper la tête, mettre fin au film et qu'ils puissent tous rentrer chez eux. Voyant l'hésitation de Max, Nancy se porte volontaire pour être la dernière fille. Mais Vicky le lui reproche, affirmant qu'être la dernière fille n'est tout simplement pas dans son ADN. Nancy est censée être la fille timide et réservée avec la guitare qui couche avec le sportif, et qui se fait tuer dans le cadre de la liste des victimes du film. Offensée d'être destinée à ne rien accomplir dans sa fausse vie de personnage de film, Nancy s'enfuit en pleurant, suivie de Max. Nancy sanglote en disant qu'elle ne pourra jamais grandir et avoir des enfants si elle est destinée à mourir ici, et elle raconte un rêve qu'elle a fait. Elle a obtenu son diplôme universitaire, a rencontré un homme, a eu une petite fille et a voulu la protéger et lui offrir le monde. Max la réconforte en larmes et l'encourage à se battre. Le groupe élabore un plan pour piéger Billy grâce à l'opération Piège à Billy. Et Tina y jouera l'appât. Ils installent donc tous les pièges façon maman j'ai raté l'avion. Ok, bon, avant de nous plonger dans leurs pièges, je vais partager ce à quoi j'ai immédiatement pensé. Au lieu d'utiliser Tina comme appât humain pour attirer Billy avec un striptease, j'essaierai d'appeler Billy en enfreignant les règles du film dans lequel il se trouve, et en le battant à son propre jeu. C'est une métafiction. Et le groupe entend la musique du méchant Billy à chaque fois qu'il s'approche. Puisqu'il est établi que cette musique existe réellement en tant que son diégétique dans ce monde, au même titre que la voix off quasi divine qu'ils entendent dans le ciel pendant les flashbacks, ils pourraient utiliser leur téléphone portable pour l'enregistrer. Certes, ils n'ont pas de réseau. Mais nous savons que l'appareil photo du téléphone de Duncan a fonctionné lors de sa tentative ratée de selfie. Donc, le système d'enregistrement vidéo et audio devrait aussi fonctionner. Une fois qu'ils auront un enregistrement de cette musique, je parie que le fait de la passer avec un système de projection assez puissant suffira à faire apparaître Billy. C'est une colonie de vacances. Ça ne devrait pas être si difficile de trouver un mégaphone, un haut-parleur ou quelque chose dans le genre. Maintenant, ça pourrait ne pas fonctionner. Mais étant donné la façon dont le film est conçu, avec des personnages qui interagissent littéralement avec le monde qui les entoure, moi je parierais que Billy est également déclenché par les tropes et les règles du film qui le lient. Maintenant, en ce qui concerne les méthodes pour le tuer, si la seule façon de tuer Billy est d'utiliser sa machette, nous devons vraiment nous concentrer sur la façon de récupérer cette machette. Comme je l'ai déjà mentionné, une option serait d'aller dans le flashback pour récupérer la machette de Billy dans cette caravane en lui tendant une embuscade. J'imagine que la scène du flashback reste toujours la même, donc étant donné qu'ils savent exactement ce qui va se passer, ils auront l'avantage et l'élément de surprise. Ce serait vraiment facile de s'approcher de lui en douce. En plus, il est encore comme un adolescent ici, donc beaucoup plus facile à combattre que le grand psychopathe masqué qu'il est devenu aujourd'hui. Une autre idée serait, encore une fois, d'utiliser la voiture de Paula ou le véhicule de Kurt. Les voitures se sont avérées être mortelles dans ce film. Alors prenez le van de Kurt et prévoyez de simplement l'écraser. Vous êtes plus nombreux que Billy, et avez l'avantage de pouvoir attaquer sous tous les angles. Alors, je me disperserai, et j'utiliserai vraiment l'espace au lieu de m'entasser et d'attendre de mourir dans la maison du responsable, où il y a tellement de variables externes, et où les choses sont donc plus susceptibles de mal tourner. Si Billy est aussi fort qu'on le pense, on sait qu'on va avoir besoin de gros outils. Et quoi de mieux qu'un énorme combi pour lui mettre la pâtée ? Billy est plus dangereux quand il est mobile. Donc si on ne peut pas viser tout son corps, il faut au moins trouver un moyen de viser ses jambes, ses bras ou simplement de l'empêcher de bouger. On sait qu'il est fort, mais il n'a pas de super pouvoir. Il ne peut pas voler ni rien. Et il est toujours susceptible d'être aveuglé si son visage est recouvert.
C'est un classique, mais étant donné qu'il campe dans la forêt, il pourrait creuser un énorme piège à animaux dans le sol et le recouvrir de feuilles pour le dissimuler. Puis mettre des armes, des pointes et tout le reste au fond, ce qui serait un piège facile dans lequel Billy pourrait tomber, et grâce auquel vous deviendriez inaccessible. Être inaccessible, c'est la chose la plus importante, parce que c'est ce qui lui permet de vous découper en morceaux comme un taré. Donc toute distance que vous pourriez créer entre lui et vous serait un avantage. Maintenant, une fois qu'il sera dans la fosse et que vous serez au-dessus, vous serez à nouveau en position de force, puisqu'il ne pourra pas vous atteindre et que vous pourrez littéralement lui faire ce que vous voudrez. Vous pourrez même lui lancer des pétards si vous voulez. Mais ne l'amenez surtout pas dans la maison d'où il sera difficile de sortir et où il pourra utiliser des armes et d'autres objets de l'environnement contre vous. Non, ne faites surtout pas ça. Acceptant le fait qu'elle pourrait très bien mourir ce soir, Vicky s'effondre devant Max et Gertie et s'excuse des disputes qu'elles ont eues, disant que leur amitié lui manque depuis la mort de la mère de Max et qu'elle est désolée d'avoir été injustement jalouse lorsque Max et Gertie sont devenus amis. Elle encourage Max à être courageuse et elles se réconcilient toutes les trois. Pendant ce temps, Tina, laissée seule, trouve l'adéral de Vicky. Nous savons que l'adéral de 2015 est sur le point de faire exploser la tête de cette fille des années 80. Nancy et Max préparent ensemble des flèches incendiaires, et elles ont une autre conversation à cœur ouvert au cours de laquelle Nancy demande à Max comment est sa mère. Elle donne à Max un bracelet d'amitié, et lui avoue qu'elle va vraiment lui manquer quand tout ça sera terminé. Toujours attaché à ce personnage joué par sa mère, Max dit que si Nancy survit au film, alors elle devrait rentrer à la maison avec elle pour recommencer et vivre sa vie comme elle le souhaite. Le groupe trouve Tina complètement défoncée à l'adéral, qui est en mode excitation sauvage maximum maintenant. Mais ils choisissent de s'en tenir au plan initial qui consiste à l'utiliser comme appât pour le striptease, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autre option. Ils se mettent en position et le striptease dément de Tina commence. Et il est nettement plus agressif que sexy. Mais bon, Billy ne fait pas de discrimination quand il s'agit de femmes qui se sexualisent. Il émerge du brouillard dès que Vicky montre ses nibards. Mais paniquée, Vicky se précipite en arrière direct sur le fil piège qu'ils ont tendu et tombe dans un piège à ours destiné à Billy. C'est une mort d'une violence inouïe. Heureusement, leur deuxième piège fonctionne. Et il frappe Billy avec un totem qu'il projette contre des bois de serre savamment placés contre l'arrière de la porte. Gertie et Blake s'embrassent pour fêter ça, oubliant apparemment dans quel genre de film ils se trouvent. Blake va chercher la machette de Billy, mais il est immédiatement poignardé à mort. Billy poursuit les autres dans la maison, et il semble insensible aux flèches enflammées. Leur piège du seau suspendu pour enflammer Billy se coince, et Billy pousse une bibliothèque sur Vicky et Gertie qui sont ainsi piégés. Billy transperce Gertie à travers la bibliothèque d'un coup brutal et sanglant. Et Vicky, en larmes, encourage Max et Chris à s'échapper par la fenêtre sans elle. Mais alors qu'elle tire héroïquement le seau vers le bas et met le feu à toute la pièce, Billy saute par la fenêtre dans un ralenti spectaculaire. Une machette enflammée à la main, il poursuit Max, Nancy et Chris. Ok, j'admets que certains de ces pièges étaient plutôt bien conçus, mais les décisions qu'ils ont prises étaient vraiment stupides. Le fil piège et le piège à ours sur le sol étaient géniaux, mais ils pensaient vraiment que la fille sous adéral serait un choix fiable et sûr pour faire ça. Ils savaient que la fille était en train de péter les plombs, et ça se voyait qu'elle était morte de peur. Ils auraient dû prévoir un plan et un itinéraire pour elle du genre « Ok, quand Billy arrivera, tu fileras dans cette direction pour te mettre à couvert ». Elle aurait pu simplement se mettre sur le côté droit pour rejoindre Chris, mais elle ne savait tout simplement plus rien dans son moment de panique. Et c'est la faute de tout le groupe qui n'a pas suffisamment anticipé, ok ? Je veux dire, si vous voulez piéger quelqu'un, c'est de bon ton de communiquer le plan et de s'assurer qu'il y a une issue de secours, non ? Et si elle avait su exactement où elle devait aller, peut-être qu'elle n'aurait pas été obligée de se précipiter en arrière et de mourir comme dans un piège de seau. Quand Blake est allé chercher la machette de Billy... Merde alors, on a déjà parlé de la distance de sécurité, non ? Et les gens continuent de se balader près de lui sans garder une distance convenable. Tous les personnages savaient que les bois de serre ne tueraient pas Billy. Ils auraient donc dû être conscients qu'il représenterait toujours une menace, même s'il était temporairement immobilisé et semblait inconscient. Si leur but était de s'emparer de sa machette, ils auraient dû avoir des objets plus longs à portée de main, comme des balais, des perches, ou même ses cannes dans la pièce pour frapper son poignet de loin et la faire tomber. Avec Billy contre la porte, ils auraient pu faire bien plus pour être productifs. Il y a des tonnes de meubles dans la pièce, comme la grande armoire dans la cuisine. Ils auraient pu essayer de pousser plus de choses contre lui pour le retenir contre la porte, au lieu de le laisser pendre là, dans ce putain d'espace ouvert, où il pouvait se dégager à tout moment.
Dès qu'il a été temporairement immobilisé, ils auraient dû agir aussi vite que possible et utiliser ce temps-là pour prendre sa machette, ficeler cet enfoiré et lui couper la tête. Les personnages courent tous à l'étage et attirent Billy dans leur prochain piège. Mais honnêtement, tout ce qui implique l'étage ou un niveau supérieur est tout simplement stupide. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos de la planification des chemins de fuite? Ils sautent par la fenêtre comme si de rien n'était. Mais rien que cette action aurait pu les tuer. Ils ont vraiment cru qu'ils pourraient tous sortir à temps par cette petite fenêtre. Ils n'ont vraiment pas bien réfléchi sur ce coup-là. Vraiment pas. De plus, les morts de Gertie et Vicky auraient pu être évitées ici. Sérieux, vous survivez à tout le film et vous mourrez toutes les deux d'un coup parce que vous vous retrouvez coincés sous une bibliothèque? C'était stupide de leur part de se mettre juste devant une bibliothèque qui pouvait facilement leur tomber dessus. Et encore une fois, ils auraient dû utiliser les ressources disponibles ici. Ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer. Ils auraient donc pu aménager un peu mieux la pièce pour faciliter leur fuite et réduire les obstacles sur leur chemin. Ou mieux encore, ils auraient pu prévoir de placer l'ensemble du piège à incendie quelque part dans l'escalier et utiliser la bibliothèque pour bloquer la porte et gagner du temps pour que les filles puissent sortir de la pièce elles aussi. Cette maison était pleine de pièges potentiels et ils les ont tous ignorés. Honnêtement, Kevin McAllister de Maman j'ai raté l'avion serait mort de honte à votre place. Alors que Billy se rapproche d'eux, Max dit rapidement à Nancy de commencer à réciter ses répliques de flashback et de raconter à nouveau l'histoire de Billy. Parce que ça ramènerait le monde en mode flashback. Une fois dans le flashback, Billy est heurté par la voiture des moniteurs et laisse tomber sa machette. Alors Max la ramasse immédiatement. Vous voyez, je vous avais dit que ça marcherait. Ils suivent le jeune Billy jusqu'à sa cachette secrète dans la grange quand le Billy masqué réapparaît. Nancy se dépêche de terminer le flashback pour en finir, espérant que Billy serait coincé et qu'il resterait là. Mais il n'en est rien. Au moins maintenant, il n'a plus de machette. Sauf que Billy poignarde Chris avec une petite dague. Et il profite de la distraction temporaire de Max pour empoigner Nancy et l'emmener. Chris dit à Max de la laisser partir, parce que Nancy est pour ainsi dire déjà morte. Mais Max refuse d'y croire. Elle emmène Chris dans une chapelle pour le mettre à l'abri. Et Chris dit à nouveau à Max que Nancy était destinée à mourir, et qu'elle n'est qu'un personnage et non la vraie mère de Max. Il dit qu'il ne veut pas mourir. Alors Max lui promet qu'il ne mourra pas, et qu'elle reviendra l'aider. Avant de repartir, la machette à la main. Max se rend dans la grange secrète de Billy qu'ils ont vue dans le flashback, pensant que c'est là qu'il se trouverait. Et elles se mettent à la recherche de Nancy. Elle la trouve attachée à une chaise et la détache. Puis les deux se disputent immédiatement avec Billy. Billy poignarde Max avec sa dague. Alors Nancy lui plante sa machette dans le corps avant d'aider Max à se mettre en sécurité dans la chapelle avec Chris qui est toujours en vie. Enfin, il se détend juste là. Nancy dit à Max en toute abnégation que la seule façon pour Max de survivre est qu'elle se sacrifie, parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule dernière fille. Max lui avoue alors enfin que Nancy était sa mère dans le monde réel, et les deux se séparent dans un adieu sincère. Nancy sort dans le terrain découvert et fait son propre striptease pour attirer Billy dehors afin de pouvoir le tuer. Et elle le fait clairement pour aider Max, alors que Max est là à la regarder. Ce qui est un peu bizarre, mais aussi vraiment touchant sur le moment. Je veux dire, allez, elle fait un striptease sur Betty Davis Eyes de Kim Carnes, qui était leur chanson, et qui passait à la radio quand elle est morte. Vous vous souvenez? Billy s'approche de Nancy par derrière et la poignarde de part en part. Max semble alors se réveiller avec son nouveau pouvoir de dernière fille. Elle attrape la machette et charge Billy de front pour une ultime confrontation épique. Elle frappe et entaille et effectue un incroyable mouvement tel le bullet time de Neo pour éviter la dague de Billy, avant de le décapiter d'un seul coup de lame dans un final spectaculaire. Les nuages se dissipent et le générique du film défile dans le ciel sous les yeux de Max. Elle est la putain de dernière fille et elle a survécu jusqu'à la fin du film. Chris, encore blessé, sort pour la réconforter et les deux s'embrassent après avoir survécu ensemble. Ils sont tout à coup interrompus par le référencement cinématographique de la MPAA et le film semble se rembobiner, les transportant à l'extérieur. Max se réveille à l'hôpital à côté de Chris, avec leurs amis Duncan, Gertie et Vicky, tous vivant à côté d'eux, et qui ont visiblement tous réussi à en sortir aussi. Ils célèbrent le fait d'être de retour à la maison. Duncan montre sa blessure causée par la machette pour prouver que ce n'était pas qu'un rêve, tandis que Max regarde avec tendresse le bracelet de l'amitié que Nancy lui a donné.
Tout à coup, ils entendent la musique sinistre de Billy quand les médecins à la réception commencent à flirter ensemble. Et oh putain, surprise! Duncan se rend compte qu'ils ne sont pas de retour dans le monde réel, mais qu'ils sont en fait coincés dans la suite maintenant, dans Camp Bloodbath 2 Cruel Summer. Parce que rappelez-vous, la projection à laquelle ils sont allés était une double programmation, pas vrai? Et pendant que Duncan fait bêtement le fan inconditionnel en disant que la suite était encore plus cool que le premier film, Max charge Billy avec confiance, prête à se battre contre lui encore une fois. Ok. Bon, je dois dire que la scène du combat final entre Max et Billy était tout simplement géniale. Mais peut-être que ça n'a pas d'importance, parce qu'il s'avère que ces gars-là n'ont pas survécu, ou du moins, ils ne sont pas vraiment sortis du film à la fin. Leur histoire n'est pas encore terminée, parce que maintenant, ils vont devoir tous survivre à la putain de suite ensemble. Mais vu qu'ils connaissent cet univers, ces personnages, et même Billy lui-même, ça nous aidera beaucoup à survivre dans la suite. Déjà, Duncan est de retour. C'est notre page Wikipédia ambulante sur Camp Bloodbath. Alors espérons qu'ils pourront l'utiliser comme ressource cette fois-ci avant qu'il ne meure. Il savait comment tuer Billy dans le premier film, alors il saura comment le tuer dans celui-ci aussi. Une autre décapitation peut-être ? S'il s'agit de prendre sa machette et de lui couper la tête à nouveau, ça devrait être assez facile, surtout dans un hôpital. Ils auront une multitude de matériel et d'armes ici, et auront bien plus d'endroits où se cacher. Autre chose, s'ils sont tout à coup bien vivants dans la suite alors qu'ils sont morts dans le premier film, est-ce que ça veut dire qu'ils sont invincibles dans ces films ? Ça fait complètement redescendre les enjeux, et ils n'ont donc plus à s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, Max a l'air super prête, alors peut-être qu'ils vont pouvoir accélérer le rythme cette fois-ci. À la toute fin du film, des bêtisiers amusants du tournage sont diffusés pendant le générique, qui est, oui, le vrai générique de ce film, et non le faux générique du film dans lequel il se trouve. Quoi qu'il en soit, un petit extrait révèle que le personnage de Kurt aurait peut-être survécu. Et il figurerait également dans la suite. Bien qu'on ne sache pas si ça se produit réellement dans l'univers de Camp Bloodbath ou s'il s'agit en fait d'une scène coupée au montage du film Scream Girl. C'est trop méta pour vous ? Quoi qu'il en soit, je suis contente pour lui. Film cool, non ? Scream Girl 2015. Ouais, je dois avouer que ce film a été extrêmement bien tourné pour ce que c'est. Et il faut féliciter le réalisateur pour sa vision et les acteurs pour l'avoir rendu possible. Alors, si vous pensez que vous auriez fait les choses différemment, dites-le moi dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous les amis, et consultez la playlist de Comment Battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!